On va quand même rester sur le rugby parce que ce soir, pour le débat qui va commencer d'ici quelques secondes, pendant quelques minutes, on se pose une question ici au CSC. Qui des trois favoris établis, des trois favoris désignés par la plupart des spécialistes, a le mieux réussi son entame dans cette Coupe du Monde? Alors les trois favoris, nommons-les. Il y avait évidemment l'équipe de France qui a fait son match d'ouverture. Ensuite, c'est l'Irlande qui a joué et qui avait battu, on l'a rappelé tout à l'heure, la Roumanie sur le score de 82 à 8. Voilà, ça fait 72 points d'écart, c'est énorme. 74 points d'écart, pardon, et c'est énorme. Et ensuite, l'Afrique du Sud, donc le troisième grand favori de cette Coupe du Monde, qui va essayer de chercher à se succéder à lui-même, enfin à elle-même, et qui a aussi fait une assez belle entame dans ce mondial. Sachant que la question était quelle équipe a fait la plus belle impression, on a d'office éliminé les Blacks qui ont perdu. On voyait difficilement mettre les Néo-Zélandais dans ce débat, sachant qu'ils avaient concédé la défaite, et une défaite au final relativement large face à l'équipe. C'est vrai que quand on perd, on perd aussi le statut de favori. Hein. Et accessoirement, on est trois et on va chacun défendre notre petit bout de grain, notre petit bout d'équipe. Et on va commencer par l'équipe de France, tout simplement. Absolument. Mais l'équipe de France, évidemment que ce match-là, alors dans le contenu, il y a des choses qui sont rassurantes et d'autres un peu moins, je trouve, face à la Nouvelle-Zélande. Les entames de mi-temps sont clairement catastrophiques et c'est passé, je me demande encore comment c'est passé, comment on peut gagner ce match-là derrière, parce que on se fait transpercer milieu de terrain par la paire de centre tout début de match, 3 minutes de jeu de mémoire, et début de seconde période pareil, on a une action où on fait nous le renvoi sur la sortie de mi-temps, on a une action dans les 22, on perd le ballon, derrière contre-essai, donc deux entames catastrophiques, mais défensivement c'était compliqué aussi sur la première période. Je trouve que ça c'est très intéressant aussi, on a rectifié le tir et on a monté le curseur de plusieurs crans sur la seconde période, sur le plan défensif. Offensivement on a trouvé les solutions, on a eu des essais refusés, je pense notamment à Damien Penaud, donc on est capable, on a toujours ces joueurs qui sont capables de faire la différence. Ce qui moi aussi me rend optimiste, c'est la sous-performance, le match un peu plus neutre. On a tellement pas l'habitude d'Antoine Dupont qui, alors Aaron Smith disait qu'il y avait un plan anti-Dupont avant le match, force est de constater qu'il a fonctionné, oui, mais ça me met aussi dans de bonnes auspices pour la suite de cette compétition, c'est-à-dire qu'Antoine Dupont a eu moins d'influence sur l'équipe de France, donc c'est rassurant je trouve pour la suite. Donc il y a des bons points, un peu moins de dépendance Antoine Dupont, voilà, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est pas plus mal, mais voilà. Pour moi, l'équipe de France n'est pas l'équipe parmi ces trois-là qui a fait la meilleure impression. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Dupont qui lui-même a dit que l'équipe de France, malgré sa victoire, avait fait un match moyen et avait gagné un match moyen. Et comme tu le dis très bien, Thomas, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle que les Bleus, quand ils sont dans leur état moyen, avec des absents, battent les Blacks. Néanmoins, voilà, l'équipe pour moi qui fait la meilleure impression sur cette première journée, c'est l'Irlande. Alors effectivement c'est la Roumanie en face, mais quand on est un des favoris, qu'on sait qu'on a une équipe qui est très inférieure à la nôtre et qu'on joue le premier match de Coupe du Monde, il y a une mission, c'est l'écraser, et l'écraser avec la plus belle manière. Et quand on met 12 essais, que toutes les lignes de notre équipe inscrivent un essai, que le jeu est léché, jouissif, comme ce qu'on a vu sur la pelouse de Bordeaux du côté des joueurs d'Andy Farrell. On a vu des passes sur un pas, des passes après contact, en veux-tu en voilà, 27 passes après contact sur l'ensemble du match. Ça avance constamment. J'ai vu des piliers Andrew Porter se permettre une chistera. J'ai vu un 11 sur 12 au pied pour Skelton et Crowley cumulés. J'ai vu Boundeaki gagner 200 mètres sur l'ensemble du match. Enfin là, 113 franchissements. Il y avait tout. Certes, c'était la Roumanie, mais l'impression laissée par cette équipe d'Irlande et celle qu'on devait attendre de cette équipe d'Irlande face à une équipe de Roumanie bien inférieure. Les Irlandais ont fait le job, ont été quasi parfaits. Je rajouterai à ça que certes ils encaissent un essai dès la 4e minute sur une erreur, un mauvais choix de Johnny Sexton, mais voilà, qui cherche à mettre un peu de rythme en début de match. Sans ça, les Roumains ils repartent avec Trem Puktemici, 3 petits points en roumain. Voilà, la prestation irlandaise est... T'as vu, j'ai fait l'effort. Non, mais la prestation irlandaise est celle qu'on attend d'un favori qui doit faire la meilleure impression. Absolument. C'est bien résumé, mais c'est vrai que quand on compare, la comparaison est assez... je ne sais pas si c'est un hasard, mais l'équipe de France qui rate son entame de match, les Irlandais, qui la ratent, c'est un bien grand mot, mais qui, en tout cas, se mettent pas dans les meilleures dispositions. Là, c'est la Roumanie en face.
forcément que ça, derrière, ils peuvent embrayer et faire la différence de leur côté. Mais oui, évidemment, une équipe irlandaise très impressionnante dans leur registre. On n'est pas surpris. On connaît cette équipe, on la voit évoluer à minima dans le tournoi à destination, mais même dans les tests matchs. Voilà, une équipe irlandaise qui, on a l'impression, n'est jamais en train de douter en fait dans son rugby. Quand la grande compétition internationale arrive, c'est très fluide, il n'y a pas de soucis, en tout cas il n'y a pas de, à part une blessure, mais on voit pas ce qui pourrait contrarier cette équipe-là dans son plan de jeu, dans la manière d'aborder le match, stratégiquement aussi. Peut-être ça justement, peut-être cette confiance. Et non, au-delà de ça, mais je suis pas sûr qu'il soit trop prétentieux. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, moi, ce qui peut stopper l'Irlande, c'est sa malédiction qui la poursuit oui, qu'il ne lui a jamais fait passer les demi-finales. Et c'est ce qui fait, à mon sens, moins une favorite l'Irlande, parce que voilà, je suis très superstitieux et que je crois aux malédictions. Et que surtout c'est pour moi le moment de faire ma transition pour vous vendre l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, bien qu'on puisse en penser le contraire, a fait une bonne entame de Coupe du Monde à mon sens. Alors d'une part parce que elle a le statut le plus compliqué dans cette Coupe du Monde, évidemment, la target la plus énorme dans le dos, elle arrive avec ce statut non pas de favorite mais surtout de tenante du titre. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire mieux, elle pourra faire qu'aussi bien qu'il y a 4 ans. C'est très compliqué dans la tête déjà de se dire qu'on ne pourra pas faire mieux et que le seul objectif c'est d'égaliser et d'égaler ce qu'on a fait auparavant. Ensuite, dans ce qui est en termes de matière dans ce match qu'on a pu voir, le score parle de lui-même, j'ai envie de dire. C'est un match assez fermé, 18-3 à l'arrivée, l'Écosse qui n'arrive pas à franchir la ligne d'en-but, qui n'arrive pas à aplatir le ballon, qui n'a pas d'opportunité, la défense sud-africaine qui est très très en place, qui annihile toute tentative. L'Écosse est très dépendante, on le sait, d'un Russell qui, quand il est en forme, rend son équipe nationale très en forme aussi. Mais pour autant, l'Afrique du Sud a réussi à bien le maîtriser, ce Finn Russell, à bien faire en sorte de l'empêcher de faire ses relances, de trop défendre, et surtout d'avoir cette petite étincelle qu'on sait qu'il sait avoir, ce Russell. Bon, alors certes, il y a eu un peu de manquement du côté du kicker, hein, voilà, ça a été très très mauvais de ce côté-là. Il y a une marge de progression, il va falloir trouver un petit peu mieux. C'est Faf de Clercq qui s'est chargé des dernières transformations à la 50e minute. 2 essais tout de même inscrits face à l'Écosse, je le rappelle, hein, qui fait partie des grandes nations de ce sport, hein. On est quand même dans le top, je sais plus quel est le top, c'est 5e, voilà, s'il me semblait. Donc voilà, c'est la 5e nation mondiale. En dehors de la France, de l'affrontation entre la France et l'Afrique du Sud, c'est la 2e plus grosse affiche qu'on a eue pour l'instant entre 2 très grandes nations du rugby aujourd'hui. Donc pour moi, l'Afrique du Sud a largement réussi son entame, dans le sens où voilà, le score parle de lui-même, 18-3, 15 points d'écart, et encore, si ça botte correctement, ça peut être largement plus lourd. Il y a énormément de déchets là de ce côté-là et ça va progresser certainement. On peut imaginer que là, pendant cette semaine, ils en ont tiré des pénalités, les Sudaf. Donc voilà, moi je pense que les Sud-Africains, de manière générale, me font peur, mais je pense qu'en plus de là, avec la motivation qu'ils ont pu acquérir, la confiance qu'ils ont pu prendre aussi dans certaines phases du jeu, notamment la défense face à l'Écosse, je pense qu'ils peuvent devenir très dangereux et on va surtout pouvoir en juger, je pense, au moment de leur prochaine grosse étape, c'est-à-dire la rencontre face à l'Irlande. Qui sera après celle contre la Roumanie en fin de semaine, mais je rejoins et je suis d'accord avec ce que tu dis. Voilà, le problème pour les Sudaf, ça va être le buteur, parce qu'on l'a vu en 2019, c'est aussi un des marqueurs de leur titre de champion du monde, c'est-à-dire qu'ils ont André Pollard et Elton Yantis qui sont capables d'enquiller des points et de concrétiser, de mettre à profit le boulot monstrueux de leur paquet d'avant. Et puis on peut pas être champion du monde sans un bon buteur. Et non, on le voit, ça se vérifie à chaque édition, et eux en plus en sont l'exemple le plus marquant en 2019. Donc là, les deux sont pas là. Pollard et Yantis, c'est Manili Bok qui est 10. On voit en plus, il est remplacé par Willy Leroux, qui est d'habitude l'arrière de cette équipe Sudaf. Donc voilà, le réservoir est un peu moins important dans cette équipe-là. Il est arrivé sur le tard, hein, Manili Bok dans le 15 Sudaf. Il manque 3 pénalités et une transfo. Alors voilà, après c'est sûr que forcément j'ai vu cette petite séquence là en conf de presse, la presse qui tombe un peu sur lui, et s'il y a Colisi, le capitaine, qui l'a défendu et en disant que voilà, c'était un début de compétition et qu'il fallait aussi se mettre un petit peu dans le rythme. Mais c'est un petit point d'alerte pour les Sudaf. Malgré tout, non, sur le défi physique, ils ont encaissé que 3 points face à l'Écosse, hein, qui est capable aussi, on le sait, de très bien jouer. On l'a vu, nous, la France. Donc non, c'est rassurant ce qu'a fait l'Afrique du Sud, sans plus, mais c'est conforme à ce qu'on peut attendre d'eux. En tout cas, on vous laissera juge, chers auditeurs, de savoir quel est votre favori à vous, selon les arguments qu'on a pu avancer ici. Pour autant, nous, on vous rassure, hein, c'est allez les Bleus et tous derrière les Bleus. Et d'ailleurs, comme on a battu les Blacks, moi je voulais me rappeler à quel moment est-ce qu'on a battu les Blacks pour la première fois.
Est-ce que vous vous souvenez de cette date-là? Ça commence à remonter un petit peu. 75. Voilà, faut remonter encore plus loin. En 33, non, quelque chose. Bon, abusez pas non plus. Non, je sais plus. En 1954, la première fois qu'on a battu les All Blacks, et c'était chez eux, c'était en Nouvelle-Zélande. Et en 1954... Tu l'as fait de tête quand t'as cherché ta évidemment, musique, tu l'as eu direct. Je suis tout de suite allé vers 1954, j'ai pas cherché plus loin, je le savais évidemment. Non, mais alors c'était en 1954, et cette année-là, donc en France, on écoutait ça. Il s'agit de Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat, pardon. Un hommage très subtil à Thomas, qui aura droit aussi à son petit moment, à notre Aurillacois préféré.